Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est actuellement en route pour aller rencontrer son homologue allemand Friedrich Merz, le nouveau chancelier d'Allemagne qui a été élu il y a quelques mois, et toutes les conversations se tournent sur savoir si oui ou non ce dernier va donner à l'Ukraine des missiles Taurus qui sont demandés depuis relativement longtemps par Kiev pour justement continuer son effort de guerre contre la Fédération de Russie. Et tout ça s'inscrit dans une séquence diplomatique et politique dans laquelle l'Allemagne a dit, au travers de Friedrich Merz, que les Européens ne donnaient plus aucune restriction aux Ukrainiens pour utiliser des armes occidentales dans la profondeur russe. Alors prenons en compte que pour les Ukrainiens, cette annonce vient bien sûr un peu tard, après plus de 3 ans de guerre, mais pour les Allemands, c'est une véritable révolution copernicienne que d'autoriser les Ukrainiens à utiliser de telles armes, qui sont vraiment la fine fleur de l'armement allemand, contre la Russie de Vladimir Poutine. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur savoir qu'est-ce que sont justement les missiles Taurus. On ne va pas spéculer de savoir si oui ou non l'Allemagne va les donner, même si moi je pense à titre personnel qu'il y a quand même de grandes chances que Friedrich Merz accepte, et on parle de 150 Taurus. Mais voilà, dans cette vidéo, on va se poser la question de savoir quels sont ces missiles, à quoi ils servent et est-ce que ça peut être un game changer dans la guerre en Ukraine. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine et sur cette chaîne, je parle de politique et de géopolitique. Donc si vous arrivez pour la première fois, je vous invite à vous abonner et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai une annonce à faire à la fin de la vidéo qui, je pense, vous plaira. Mais bon, revenons maintenant à notre vidéo. Alors, c'est quoi les missiles Taurus? Alors, les missiles Taurus sont des missiles de longue portée qui peuvent frapper jusqu'à 500 km. Ils ont une charge explosive utile de plus de 500 kg. Ils peuvent voler à 1100 km en basse altitude. Et en fait, grosso modo, sont les équivalents plus ou moins des Storm Shadow britanniques, des Scalp français et des Atacams américains, même si les Atacams tapent un peu moins loin que les un missile Taurus. Alors, il est important de prendre en compte que dans le cadre d'une guerre, il n'y a pas d'arme magique, à part peut-être une arme nucléaire, mais dans le cadre de la guerre en Ukraine, il n'y a pas vraiment d'arme magique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une arme qui sera assez redoutable pour les Ukrainiens contre les Russes, parce que ça leur permettrait de frapper justement avec une précision chirurgicale des objectifs stratégiques essentiels, comme des postes de commande, comme des entrepôts d'armes, et on parle aussi bien sûr d'une possibilité de frapper le pont de Crimée, même si bien sûr frapper le pont de Crimée aujourd'hui n'aura pas vraiment une importance stratégique notoire parce que bon, le pont de Crimée, comme vous voyez sur cette carte, c'est vraiment le pont qui relie la Fédération de Russie à la Crimée occupée par la Russie depuis 2014 et pendant longtemps a été la ligne logistique, la seule ligne logistique de la Russie en Ukraine occupée, donc en Crimée. Mais depuis 2022, les Russes ont commencé à construire petit à petit des lignes de chemin de fer pour pouvoir apporter du matériel depuis la Russie jusqu'à la Crimée et de la Crimée jusqu'au front sud parce que voilà, c'est un peu ça la question qui se pose, c'est que couper le pont de Crimée aurait été très utile en 2022-2023 pour notamment la contre-offensive de 2023 pour priver les Russes de lignes logistiques. Mais aujourd'hui, alors bien sûr, c'est quelque chose qui sera très handicapant pour la Russie, sans parler bien sûr de l'effet symbolique, mais d'un point de vue stratégique, je ne suis pas sûr que ça a une instance très importante, même si bien sûr ça va ralentir la logistique russe s'il y a une volonté ukrainienne de faire une offensive dans le sud de l'Ukraine, mais à titre personnel, je ne pense pas qu'il y aura d'offensive ukrainienne malheureusement dans le sud de l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui, les lignes de front sont tellement figées qu'il paraît pratiquement inimaginable que les Ukrainiens, en plus aujourd'hui avec leur capacité opérationnelle, de lancer une offensive d'une grande ampleur dans le sud de l'Ukraine. Donc frapper le pont de Crimée aujourd'hui aurait une valeur symbolique très 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 forte, mais pas forcément une instance stratégique très importante, étant donné que, voilà, comme je l'ai dit, il y a pas de plan de contre-offensive ukrainienne dans le sud de l'Ukraine. Et en plus, même s'il y en avait une, le pont de Crimée n'est plus aujourd'hui la seule ligne logistique vers le front sud de l'armée russe. Mais comme je le disais au début de la vidéo, c'est vraiment une révolution copernicienne pour les Allemands qui, rappelons-le, au début de la guerre, avaient donné quelques casques et quelques sacs de couchage. Maintenant, ils sont sur le point de donner des missiles de longue portée de type Taurus. Après, bien sûr, ça s'explique par le fait qu'on n'est plus sous le régime du SPD dirigé par Olaf Scholz, qui est un parti de tradition très pacifiste qui s'est vraiment construit dans l'Allemagne de la post-Seconde Guerre mondiale avec justement cette charge de culpabilité aussi bien pour évidemment l'Holocauste commis contre les Juifs, mais aussi de la guerre générale des nazis dans l'ensemble du continent européen. Et le CDU
de Friedrich Merz, qui est beaucoup plus conservateur. Alors bien sûr, ils sont aussi dans cette vision très allemande de culpabilité par rapport à la Seconde Guerre mondiale, mais sont des partis un peu plus offensifs, un peu moins pacifistes, et surtout les Allemands font face à plusieurs révolutions coperniciennes depuis maintenant 3 ans. La première, c'est bien sûr le fait qu'ils doivent arrêter d'acheter du gaz russe, et d'ailleurs, c'est le CDU sous Angela Merkel qui avait vraiment développé ce partenariat russo-allemand, notamment avec Nord Stream 1 et Nord Stream 2, pour en fait, grosso modo, faire avancer l'économie allemande grâce à du gaz russe pas cher. Mais bon, voilà, révolution copernicienne, il n'y a plus de gaz russe et on est obligé d'acheter du gaz américain ou d'autres pays qui est un peu plus cher, donc ça a un impact bien sûr sur l'économie allemande. La deuxième révolution copernicienne, c'est beaucoup plus lié tout simplement à la dégringolade de l'industrie automobile allemande qui est de plus en plus devancée par le marché chinois et aussi tout simplement le fait que le marché chinois a de moins en moins besoin des exportations allemandes et les exportations allemandes étaient quand même très importantes en Chine, mais les Chinois sont de plus en plus autonomes et ont besoin de moins en moins d'exportations allemandes, donc ça c'est aussi une révolution copernicienne assez importante pour les Allemands, mais le plus important, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est presque de l'ordre du trauma freudien pour les Allemands, c'est le fait que les Américains se désengagent petit à petit de l'Europe et les Allemands depuis 1945 parce que voilà, dans une certaine mesure, l'Allemagne post-45 s'est construite grâce aux États-Unis, sans parler bien sûr de la réunification après la chute de l'Union soviétique. Mais l'Allemagne aujourd'hui est un peu orpheline du parrain américain qui est en train de se retirer. Et on assiste à des déclarations qui, il y a 2-3 ans, paraissaient complètement inimaginables, avec Friedrich Merz, le nouveau chancelier, qui dit qu'il voilà, on doit construire une armée allemande, on doit développer notre propre défense, etc. etc. Donc c'est un peu dans ce contexte que s'inscrit aussi la potentielle livraison d'armes allemandes et de Taurus à l'Ukraine, surtout que ça s'inscrit justement dans cette dynamique où l'Amérique prend de plus en plus de distance de l'Europe et de l'Ukraine, mais de l'autre côté, l'Allemagne, elle, avec bien sûr ses partenaires européens, est en train de renforcer le ton, monter en puissance, monter en cadence, et c'est quelque chose qui est bien sûr vu avec inquiétude par la Russie et le régime de Poutine, parce que, et d'ailleurs, en général, si on a envie de voir à quel point le régime de Poutine s'inquiète de quelque chose, il faut simplement regarder les déclarations de Peskov, ou donc le porte-parole du Kremlin, ou de Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, qui ont justement parlé de escalade, de Troisième Guerre mondiale et compagnie. On a un peu l'habitude de la rhétorique, mais toujours avec cette pointe d'angoisse qui peut se déceler dans les messages qui sont avancés par justement les responsables russes, parce qu'ils savent que l'Allemagne est la première puissance économique d'Union européenne, et il est important de prendre en compte que si on prend l'Union européenne, ils ont une économie qui est supérieure à celle des États-Unis. Alors il n'y a pas le savoir-faire, bien sûr, ni la capacité de manœuvre des Américains au niveau de la défense, mais la Russie de Poutine est consciente que les Européens ont les capacités de monter en puissance très rapidement et pallier justement à l'aide américaine qui est en train de se retirer, même si bien sûr il est important de préciser que l'aide américaine n'est pas encore de se retirer, surtout que le Washington Post a rapporté que les Européens sont en train de mettre pression sur Donald Trump pour que ce dernier accepte de vendre aux Européens pour le compte des Ukrainiens des armes américaines. Et bon, Donald Trump, qui est dans une vision très business, pourrait l'accepter, parce que ce serait dans le cas d'ailleurs de la guerre en Ukraine, en aucun cas un cas de belligérance que l'Amérique vende des armes à l'Union européenne qui elle-même donne des armes à l'Ukraine, parce que sinon, dans ce cas-là, la Chine est dans un cadre de belligérance avec l'Union européenne et avec l'Ukraine, étant donné que la Chine, même si elle en, bien sûr s'en défend, donne de l'armement à la Russie de Poutine pour continuer sa guerre en Ukraine. Donc tout ça d'un point de vue diplomatique, tout ça pour dire que Donald Trump pourrait tout simplement dire, voilà, nanana, moi j'accepte de donner des armes, enfin de vendre des armes aux Européens, et les Européens pourraient acheter justement les trous dans la raquette de l'armement, notamment des systèmes de défense antiaérien de type Patriot, mais pas que, aussi des munitions qui ne sont pas produites en Europe, notamment certaines munitions qui peuvent abattre de manière plus efficace les drones Shahed, et toutes sortes de technologies qui sont essentielles et utiles à l'effort de guerre ukrainien. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les lignes bougent. Alors, bien sûr, les lignes bougent très tard, trop tard pour l'Ukraine, parce que si ce genre de décision avait été donnée en 2022, très certainement les Ukrainiens auraient été en mesure de récupérer plus de son territoire. Mais aujourd'hui, l'Ukraine est beaucoup plus dans une vision défensive. On tient la ligne, on se bat, on continue à imposer
perte stratégique assez importante aux Russes, surtout que Zelensky a annoncé aujourd'hui que les Russes recrutaient entre 40 et 50 000 soldats par mois, alors que les Ukrainiens sont autour plutôt de 27-30 000 soldats par mois. Ça s'explique aussi par la démographie. Mais là, on est dans un rapport de plus ou moins 2 à 3, tandis que quand même les pertes russes, on est plus quand même dans un rapport de 1 à 2, où les Russes quand même perdent 2 fois plus de soldats que les Ukrainiens, pour la simple et bonne raison que les Russes sont toujours à l'offensive, offensive, offensive, offensive. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je reviens sur mon annonce. Alors dans l'une des dernières vidéos, je vous avais parlé justement d'un des reportages que j'avais réalisé à Kharkiv en 2024 et je vous disais qu'il avait été l'article le plus lu par le journal La Vie pour l'année 2024 et j'en étais très content. Et j'avais partagé justement ce reportage dans le lien dans la bio de ma vidéo YouTube, mais je me suis rendu compte qu'il fallait payer malheureusement un abonnement à La Vie que pour pouvoir avoir accès à ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais créer un Substack, donc mon propre média si vous voulez. Donc c'est une plateforme d'hébergement de médias, un peu comme un blog très populaire aux États-Unis, où j'allais partager mes reportages, mais j'allais aussi partager mes reportages un peu en dehors du standard journalistique, qui, je ne vais pas vous mentir, me fatigue un peu parce qu'on est quand même très pressurisé par une manière d'écrire, à savoir 800 mots, 1000 mots, parce qu'il faut rentrer un peu dans justement le média, dans le journal, parce qu'on imprime les journaux toujours aujourd'hui. Enfin, j'écris toujours pour des médias qui impriment. Du coup, un mot en plus, c'est de l'argent en plus, c'est de l'encre en plus, etc. Surtout, la plupart du temps, le standard journalistique, c'est vraiment on rapporte les faits, etc. Et moi, j'avoue que je suis quand même assez proche d'une vision journalistique de personnes comme Kapuscinski. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer. Kapuscinski, qui est un journaliste polonais, extraordinaire journaliste polonais. Je suis en train de lire l'ensemble de ses œuvres qui sont fascinantes. Il a surtout couvert les pays du Sud global, que ce soit l'Angola lors de la guerre civile, mais aussi l'Afrique en général. Et il y a apporté d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, étant donné qu'il est polonais, en plus un polonais du Bélarus, donc c'est une personne qui comprend ce que c'est la colonisation et l'impérialisme, et du coup c'est assez fascinant parce que c'est un des rares journalistes occidentaux qui était en Afrique, qui comprenait justement le concept de décolonisation, parce que lui-même venait d'un peuple qui avait été colonisé par la Russie. Du coup, ses œuvres sur les indépendances africaines dans les années 50-60 est assez fascinant parce qu'il apporte vraiment un regard neuf, très intéressant, et surtout il a une manière d'écrire qu'on appelle le roman journalistique, un peu comme Joseph Kessel, c'est un peu le Joseph Kessel polonais, pour expliquer ça de manière assez brève. Et en fait, moi j'ai envie de revenir à quelque chose d'un peu de littéraire. J'ai envie, moi comme vous voyez sur cette chaîne, je suis plus un homme de l'écriture, je suis plus un homme de l'analyse, je ne suis pas un vidéaste. J'essaie de faire des photos, mais je ne pense pas être un extraordinaire photographe, même si j'essaie quand même de progresser tous les jours, parce que c'est important quand même d'apporter un visuel, un beau visuel à ces reportages. Mais du coup, j'avais envie dans ce Substack, et du coup, vous avez le lien dans la bio, vous proposer mes reportages. Le premier reportage sera simplement une republication de l'article que j'ai fait pour La Vie l'année dernière, mais je suis en train d'écrire un nouveau reportage actuellement sur les soldates ukrainiennes qui ont rejoint l'armée après avoir quitté la prison, parce qu'on a un phénomène actuellement où les Ukrainiens essayent de recruter de plus en plus dans les prisons pour pouvoir combler un peu leur manque de personnel. Et dans le lot, moi j'ai rencontré des femmes sur le front de Kharkiv il y a un mois. Je suis en train d'écrire un reportage pour différents médias. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de mon audience qui vient du Canada et du Québec. Et j'écris ce reportage pour la presse. Donc, si vous êtes abonné à la presse, je vous invite à regarder et lire ce reportage qui va bientôt sortir. Mais moi, dans mon Substack, j'ai plus envie de partager une forme de roman journalistique avec peut-être des reportages un peu plus longs, peut-être autour de 1600-2000 mots, et en fait y apporter un regard plus personnel, parler de mon ressenti, parler un peu de l'envers du décor, parce qu'on ne parle pas souvent de l'envers du décor malheureusement dans nos reportages, parce qu'on doit être très anglais. Vous parlez des villes que je visite, vous parlez un peu de mes réflexions aussi bien philosophiques, théologiques, spirituelles sur la situation ou de manière générale, présenter des personnages qui sont malheureusement pas très newsworthy, parce que malheureusement on est aussi dans le journalisme très... on est forcé d'écrire d'une manière particulière, et aussi il y a certains personnages qui ne rentrent pas dans une vision journalistique suffisamment pertinente pour un média qui doit vendre, et moi j'ai envie de proposer des personnages que j'ai rencontrés qui ne sont pas forcément très importants pour un reportage, mais qui m'ont touché, parler de leur vie, parler de leur ressenti, et en fait tout simplement réinventer dans une certaine mesure une approche journalistique, et revenir en fait un peu aux fondamentaux de ce que c'est vraiment le reportage, à savoir
des ambiances, des dialogues, des couleurs, des odeurs, de l'actualité bien évidemment, mais en fait donner plus de place aux couleurs, aux ambiances, aux dialogues et un peu moins à l'actualité. Donc c'est ça que j'ai envie de vous proposer. Donc le premier numéro est dans le lien dans la bio. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, bien sûr, tout ce que je fais sur YouTube, je le fais gratuitement. Et on ne fait pas d'argent avec YouTube, surtout moi avec mon niveau de vue actuellement. Mais pour les personnes qui aiment mon travail, qui veulent soutenir mon travail, je vais très certainement passer en format payant pour justement ces reportages. Je pense en proposer peut-être 2, 3, 4 maximum par mois. Et j'avais envie de vous poser la question de savoir combien d'argent êtes-vous prêt à mettre dans un abonnement mensuel. Ça peut aller de 5 à 10 euros pour justement avoir accès à ce contenu. Et sur base de ça, je passerai en mode payant. Je pense que j'en ferai un gratuit par mois, deux payants par mois. Et comme ça, on peut continuer à avoir une forme de symbiose et de discussion entre communautés. Potentiellement aussi sur ce Substack, je vais mettre des vidéos exclusives pour une audience payante. Voilà, en fait l'idée c'est un peu de trouver un modèle économique parce que le journalisme c'est génial, mais c'est quand même un métier difficile qui ne paye pas beaucoup. Du coup j'essaie de trouver un peu des manières alternatives que pour pouvoir subvenir en fait à mes besoins et surtout, et c'est ça le plus important, c'est que on peut bien gagner sa vie en tant que journaliste, c'est pas tant ça le souci, mais il faut beaucoup écrire, beaucoup travailler. Et malheureusement, la news et le travail, parfois, ne nous laissent pas le temps de nous reposer sur des histoires qui sont fascinantes, mais on n'a pas le temps de les développer, malheureusement. Que ce soit, par exemple, la question de l'intégration des communautés roms en Ukraine à cause de la guerre. Ou par exemple de l'utilisation massive de certaines substances sur la ligne de front, que ce soit des boissons énergisantes dans le meilleur des cas comme Non-Stop, ou tout simplement des drogues. D'ailleurs, c'est des choses parfois que les médias ne veulent pas publier pour des raisons qui sont beaucoup plus liées à une ligne éditoriale, parce que c'est beaucoup plus un format magazine. Et encore une fois, les formats magazines sont géniaux, mais il n'y a pas forcément une place extraordinaire pour l'Ukraine dans les formats magazines. Et surtout, bah, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc voilà, moi j'avais envie de proposer quelque chose d'un peu différent, beaucoup plus personnel, beaucoup plus lié à moi, à ce que moi je vois et mes réflexions personnelles. Voilà, c'était un peu long. Le premier numéro est dans la bio et je vous remercie d'avance pour votre fidélité et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et